Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque, je suis Babarette et aujourd'hui je vais vous présenter une lecture dans le cadre du Feminibooks Challenge. Alors tout d'abord je tiens à remercier fortement Opaline déjà d'avoir organisé ce défi lecture et également de m'avoir permis d'y participer donc en apportant ma patte et pour ce faire je vais vous présenter une de mes lectures, donc lecture féministe. Donc il s'agit de l'essai Une culture du viol à la française de Valérie Rey-Robert, publié aux éditions Libertalia. Donc c'est un essai qui se lit, c'est très très accessible. Donc c'est vraiment ça peut servir même comme entrée dans le sujet. Même si c'est quand même assez poussé, il y a pas mal de choses. Donc il était vraiment très intéressant et je vais vous en faire un petit compte rendu. Et donc pour vous dire un peu ce que j'en ai retiré. Alors, donc ce qu'écrit Valérie Rey-Robert, qui est une militante féministe, et je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Son blog c'est Crêpe Georgette. Alors, que je connaissais pas avant de découvrir l'essai d'ailleurs. Alors, j'ai pris quelques petites notes que je regarderai un peu parce que je veux être sûre de ne pas oublier trop de choses. Donc, dans cet essai, en fait, tout simplement, ce qu'écrit Valérie Robert, c'est que la société française est pétrie de culture du viol. Et donc, elle va expliquer ce que c'est que la culture du viol. Mais avant ça, Valérie Robert revient sur la définition de sexisme, patriarcat et misogynie. Donc, elle pose bien ce que c'est que ces trois concepts. Et elle revient également sur l'historique de la loi au sujet du viol et de ses implications. Donc, sur ce que c'était que la loi sur le viol avant, ce que c'est, enfin, depuis environ le XVIIe siècle, elle revient sur ce que c'était que le viol, la différence qu'il pouvait y avoir avec le rapt, et donc du coup, la manière dont on a défini le viol, pénalement, ça donne une idée de la perception de ce crime par la société, avec une distinction qui part du principe que y a des viols plus ou moins graves, que dans tel cas c'est un viol, dans tel autre cas c'est pas un viol, c'est un rapt, c'est autre chose, ou voilà, donc la distinction entre viol, agression sexuelle par exemple, ou attouchement. Donc elle revient un peu sur cet historique. Et alors même si j'ai pas fini ce livre-là, j'en profite pour vous le citer, mais je vous recommande de lire également l'histoire du viol de Villarello pour vraiment avoir une vision vraiment très précise et une vision d'ensemble sur ce que c'était pénalement que le viol depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, fin du XXe siècle. Donc ça c'est pour l'historique de la loi. Alors ce qu'elle nous démontre à son public, aux lecteurs, lectrices, c'est que c'est pas du tout un phénomène rare que le viol, c'est simplement qu'il n'est pas toujours perçu comme tel. Donc la société est tellement pétrie de culture du viol, de représentations fausses du viol, que le violeur n'est pas reconnu. En fait, le violeur, c'est toujours l'autre. Jamais personne ne se reconnaît en soi comme un violeur. On part toujours du principe que la victime n'a pas été assez claire, et donc la responsabilité repose sur la victime et pas sur le violeur, parce que c'était à la victime de mieux s'exprimer. Donc en fait tout est pensé, tout est perçu en faveur du violeur et pas du tout du point de vue de la victime. Alors c'est une vision des rapports hommes-femmes qui est conditionnée vraiment dès l'enfance. Et donc ça c'est de façon aussi très inconsciente, parce que évidemment
même des parents, des enseignants qui n'ont pas de volonté en soi de perpétuer des préjugés sexistes. Étant donné que la société est vraiment pétrie de préjugés sexistes, on va traiter différemment, sans même forcément s'en rendre compte, le comportement d'une fille et le comportement d'un garçon. Voilà, les fillettes sont éduquées à être plutôt discrètes, les garçons à être plutôt forts. Donc le fait d'être discrète, de moins s'exprimer, ça vient au fait que les femmes s'expriment beaucoup moins sur les viols dont elles sont victimes. Et c'est un peu ça que le mouvement MeToo a pu libérer d'ailleurs. Et les garçons, on leur enseigne plutôt à être forts, donc à moins écouter la contradiction finalement, à aller plus facilement imposer leur volonté. Et ça, c'est pas exactement. Elle écrit pas dans nos bouquins parce que le livre c'est plutôt introductif, mais ça c'est effectivement quelque chose qui se reconnaît dans l'ensemble de la société et qui va expliquer aussi pourquoi on trouve moins de femmes à des postes à haute responsabilité. Alors, elle avance des chiffres et des faits, donc vraiment des faits chiffrés et pas juste éventuellement des exemples ou vraiment des faits datés, chiffrés. C'est pas sorti de son imagination en fait. Elle montre que en fait le viol c'est un crime qui relève de, pour reprendre les termes d'Hannah Arendt, même si elle les reprend pas, c'est la banalité du mal en fait. En fait, ce qu'elle explique, c'est que tout le monde considère que le viol est quelque chose de condamnable, même les violeurs. Si on demande à n'importe quelle personne qui en fait a violé, si le viol est condamnable, la personne va répondre que le viol est condamnable, mais le violeur c'est toujours considéré comme l'autre. Jamais personne ne se reconnaît en soi comme violeur. À cause des préjugés sur le viol. Et justement, les médias participent de cette banalité du viol, participent à sa construction. Donc quand je dis les médias, c'est les médias d'information, donc les journaux, la télévision, mais aussi tout ce qui relève du culturel, donc la fiction, les livres, les séries, les films, les jeux vidéo aussi, sans doute. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette banalité du mal, que quand les médias parlent de viol, on parle rarement de ce qui consiste en la majorité des viols, à savoir quand le fait que la victime connaît le plus souvent son violeur. Et le fait d'y avoir aussi peu de représentation de ce que c'est réellement que le viol, et ça participe de cette banalité du mal, de cette banalité du viol, et voilà. Et donc, ce qu'expliquent Valérie et Robert, c'est que le violeur, ça peut être n'importe qui, c'est ton voisin, ton ami, ton frère, ton boulanger, le type que tu croises tous les jours dans la rue, et c'est pas un monstre isolé. Ça peut vraiment être n'importe qui. Alors, il ne s'agit pas de dire effectivement que tous les hommes sont des violeurs, il s'agit de dire que le violeur, c'est pas le monstre, le violeur, c'est n'importe qui. Il s'agit vraiment de se défaire de cette idée, de cette représentation que le violeur, c'est oui, c'est un criminel évidemment parce qu'il a commis un crime, mais que en gros qu'il y a un profil type de violeur, pas du tout. Le violeur peut être n'importe qui parce que la société est pétrie de culture du viol et que finalement il y a un encouragement, un encouragement dans la mesure où c'est très rarement réellement condamné. C'est rarement réellement condamné parce que les femmes sont perçues comme ayant une responsabilité. Donc, comme je le disais un peu plus haut, en général, elles n'ont pas été assez claires. Ou voilà, c'est un peu ça. Elles n'ont pas été assez claires, ou elles ont été provocantes.
Enfin, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, que vous êtes donc sensibilisé au féminisme, donc vous avez déjà entendu ce type de propos, mais effectivement, une idée que la victime, quelque part, sans aller jusqu'à dire qu'elle l'a bien cherché, c'est que le violeur ne pouvait pas savoir ce qu'il était en train de faire. Et plus que ça, non seulement la victime n'est pas forcément perçue comme victime à part entière, avec cette idée que soit qu'elle l'a bien cherché, soit que on n'avait pas compris, parce que apparemment pour certains non, ça ne veut pas dire non. Les violeurs sont considérés comme victimes d'eux-mêmes. Il y a vraiment cette idée que le violeur, il peut pas se contrôler. Voilà, que c'est une pulsion et qui serait donc pas entièrement responsable de leurs actes, voire ils en souffrent encore plus que la victime, parce que il y a vraiment, voilà, il y a une idée, certaines représentations qui disent que il y a vraiment un besoin fort de sexe et que il y a une pulsion, un désir qui est tellement fort, qui est tellement vif que on se passe du consentement en fait. Et le violeur souffre plus que la victime. Donc non seulement parce que il avait besoin de cet acte apparemment, mais en plus parce que s'il se rend compte qu'il a violé, il va s'il se rend compte. Si il est alors déjà il y a le fait que il y a une condamnation qui peut être terrible, et ça c'est vrai, on peut en parler des conditions dans les prisons, mais là tout de suite c'est pas du tout mon sujet. Donc l'idée que le violeur souffrirait plus que sa victime parce que soit il aurait cette pulsion vraiment qui le dépasse, soit la punition serait peut-être trop violente pour lui, soit il y a le poids de la culpabilité, et donc ce poids de la culpabilité, ça le ferait souffrir plus que la victime. Et aussi il y a tout ce qui est social autour du viol, parce qu'une fois qu'un violeur est reconnu comme tel, il peut devenir persona non grata. Bon, après, on voit bien que en fait, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas vraiment le cas. Le nombre de... Je pense à un certain réalisateur qui est reconnu comme violeur unanimement, mais qui n'est pas du tout persona non grata. Et je ne citerai pas de nom, je pense que vous aurez compris de qui je veux parler. Alors, et il y a une autre personne, donc là je continue. Je passe à un autre point. Il y a une autre personne qui est considérée comme victime du viol. C'est pas seulement le violeur, c'est pas la victime du violeur. Une autre personne qui est victime, c'est le compagnon, que ce soit le copain, l'époux, ou un homme proche de la victime. Pourquoi ? Parce que la femme est perçue finalement comme une propriété. Donc un homme proche de la victime, on considérera qu'il souffre limite au moins autant, voire plus que la personne violée, parce que on a attaqué son intégrité, et que en quelque sorte, on s'en est pris à sa propriété privée, parce que lui est le propriétaire légitime de la femme, et il est voilà, en fait, on lui a sali la femme dont il a en quelque sorte la responsabilité. Donc il y a une idée qu'il y a une salissure de l'honneur d'un homme dans le viol de sa femme, de sa sœur, de sa fille, de son ami. Donc c'est vraiment l'idée que ça donne presque l'impression que finalement dans un viol tout le monde est victime sauf la personne violée. Dans les affaires d'agression sexuelle, très souvent le physique, voire à chaque fois, le physique de la femme est analysé par la société, par les médias, et c'est toujours en défaveur de la femme, et c'est vraiment un double tranchant. Soit la femme est jugée laide,
et on va considérer qu'elle est chanceuse que quelqu'un se soit intéressé à elle, soit on va la juger belle, on va considérer dans ce cas qu'elle l'a cherché et que quelque part sa beauté est provocante. Autre chose aussi vraiment de très très important et qui rejoint ce que j'ai déjà dit un peu avant, quand la victime parle, le premier réflexe est toujours de remettre en doute sa parole. Donc il y a effectivement l'idée de la présomption d'innocence. Alors, pour rappel, la présomption d'innocence, elle vaut pour la justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un avant jugement. Donc condamner pénalement. Et il faut prouver la culpabilité. Donc ça, c'est effectivement c'est une question de droit. Mais dans les affaires de viol, effectivement, il faut croire que cette présomption d'innocence, elle rejaillit de façon beaucoup plus prégnante de la part de toute la société et tout va être mis en place pour remettre en doute la parole de la victime. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut aborder. Maintenant, donc, autre chose que dit Valérie Robert, c'est au sujet de la perception même du corps masculin et du corps féminin, qui rejoint le fait que la femme est discrète et que l'homme est fort. En tout cas, la femme doit être discrète et que l'homme doit être fort. C'est même elle analyse ça même sur le plan linguistique. Donc le fait que le sexe masculin, le pénis, c'est considéré comme presque un objet de pouvoir. Oui, pas presque, c'est comme un objet de pouvoir. Et par exemple, donc sur le point de la linguistique, on dit que le pénis pénètre le vagin. Donc le pénis est actif et le vagin est passif. Alors que finalement, elle explique qu'on pourrait tout à fait voir ça, on pourrait tout à fait voir le contraire de ça. On pourrait considérer que c'est le vagin qui enserre le pénis, qui le retient prisonnier en quelque sorte, et voilà, donc voir ça dans un sens totalement inverse. Donc c'est-à-dire que même du point de vue anatomique, ça ne tient pas comme argument. C'est vraiment purement linguistique. Et ça participe, donc là, effectivement, le langage participe de la culture du viol, en fait. Parce que donc, l'idée que l'homme doit être entreprenant, ce genre de perception. Donc là, elle va aussi parler, donc pas seulement sur le plan linguistique, mais sur le plan artistique. Alors sur ce point, je vous renverrai, parce que c'est un peu plus détaillé, même si je ne suis pas totalement satisfaite de la BD, je vous en avais un peu parlé, à la BD Commando Culotte. J'ai oublié le nom de l'autrice, je vous montrerai ça en barre d'infos. En fait, le point de vue en art, c'est celui du violeur. Ou voilà. Ou alors, le viol n'est pas assez explicite et il est souvent nié par les spectateurs. Mais en art, et c'est vraiment c'est très très ancien. Donc il y a même du point de vue de la représentation, il y a une négation de la parole de la victime. Une négation, un silence sur la victime. La victime est muselée et réduite au silence. Et cette parole, elle est, comme je le disais un peu avant, elle est remise en question. Et ça va très très loin parce que non seulement quand une femme dénonce un viol, la première réflexe, ça va être de l'accuser de mentir, mais on va aller encore plus loin et dénoncer un viol, c'est même être comparé au collabo pendant l'occupation parce que c'est aller dénoncer quelque chose et du coup nuire à quelqu'un. On considère que la personne à qui on nuit, c'est le violeur. Et c'est vraiment une accusation qui est très très violente parce que c'est difficile, c'est dans la représentation française, effectivement, le collabo, c'est la pire des crapules.
Et donc on va considérer que la femme qui dénonce un viol qu'elle a subi, elle est aussi ignoble que ces crapules qui ont dénoncé les juifs, les résistants, les personnes qui, contre lesquelles était le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a vraiment une violence prodigieuse vis-à-vis des femmes qui ajoute à la violence du viol, en fait. Pourtant, faudrait quand même préciser une chose, c'est que contrairement à ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale pour les personnes qui étaient victimes des collabos, les violeurs, ils courent finalement assez peu de risques, parce qu'ils sont rarement condamnés. Quand ils sont condamnés, c'est rarement même aux peines maximum. Et donc vous vous en doutez avec tout ce que je vous ai dit précédemment, quand les violeurs sont dénoncés, étant donné que c'est sur la victime qu'on va reporter la responsabilité, même d'un point de vue de représentation, d'un point de vue de perception par les autres, finalement la femme victime de viol, la femme n'aurait aucun intérêt à dénoncer un viol qui n'aurait pas lieu, parce que la première chose qu'on va faire, c'est de remettre en cause sa parole, c'est de partir du principe qu'elle l'a bien cherché ou qu'elle n'a pas été assez claire. Donc, étant donné qu'elle est considérée, quel intérêt de se présenter comme victime alors que pour un crime de cet ordre-là, notre parole est immédiatement remise en cause et on est même considéré comme plus coupable que le violeur. Donc ça, c'est quelque chose que soulève également Valérie et Robert. En fait, autre chose, et ce sera mon dernier point, c'est que les femmes, pardon, quand le plus souvent, si elles parlent de violences sexistes, il y a besoin, pour qu'elles soient entendues, que leurs paroles soient approuvées par un homme. Que ce soit un homme qui soit leur porte-parole, que ce soit un homme qui dise « je laisse la parole aux femmes », que ce soit un homme qui dise « je suis d'accord avec ces femmes ». Donc vraiment l'idée qu'il faille être validé par un homme. Alors Valérie et Robert dit quand on parle de viol, mais finalement quand on parle de tous les sujets de violence faite aux femmes, de violence sexiste, de discrimination sexiste, il y a cette idée, effectivement. Donc encore une fois, on en revient à ce que je disais précédemment, sur le fait que la femme est considérée comme soumise, que la femme est perçue quelque part comme la propriété d'un autre homme. Pour que la parole se libère, pour l'instant, ça passe aussi par les hommes, et il y a en fait cette idée qu'il faut que des hommes valident la parole des femmes. Comme si les femmes ne pouvaient pas prendre la parole seules, s'exprimer seules. En tout cas, pour être reconnues, parce que évidemment, elles le peuvent, évidemment, beaucoup le font, je suis là en train de le faire. Mais de manière médiatique, pour être largement diffusée et entendue, cette parole, eh bien, il y a souvent besoin de la médiation masculine. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Donc je vous redonne les références. Une culture du viol à la française de Valérie Rey-Robert, aux éditions Libertalia. Et vraiment, je vous le recommande. C'est un livre qui est vraiment très documenté, en fait, c'est une des premières à avoir parlé de culture du viol, en réalité, Valérie Robert. Et ça... donc voilà, c'est très documenté, c'est très accessible. C'est très accessible. Non seulement c'est à la fois une très bonne introduction à la question,
Mais aussi, même si on est déjà initié, j'ai envie, oui, initié au sujet, ça permet d'apporter des éléments supplémentaires. Et donc c'est voilà, c'est très c'est vraiment très intéressant. Et il y a également toutes les pas mal de sources. Si on veut retourner, si on veut vraiment approfondir le sujet, on peut se référer aux sources que Valérie Robert donne. Et ça, c'est effectivement quelque chose, au-delà du féminisme, que je trouve très appréciable dans ce type de document, c'est que ce soit sourcé. C'est peut-être mon côté bibliothécaire qui parle aussi. Mais je trouve ça très bien de pouvoir remonter à la source de l'information pour voir si on comprend la même chose que l'autrice aussi, pour approfondir, parce qu'évidemment, elle cite des sources, mais elle va pas citer la totalité de sa source. Si c'est un article ou si c'est un essai, il faut aller lire l'article, il faut aller lire l'essai pour aller plus loin en fait, pour avoir beaucoup plus d'informations, parce que quand on cite quelque chose, forcément une citation c'est une partie isolée d'un tout. Et c'est très bien de pouvoir revenir à cette source, ça ajoute beaucoup de crédit forcément à son propos. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation d'une culture du viol à la française de Valérie Robert, dans le cadre du Femini Book Challenge. Je remercie à nouveau Opaline de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos, même si je pense que c'est plutôt elle qui va diffuser ces vidéos que moi qui vais vous faire découvrir les Carnets d'Opaline. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Si vous avez envie de découvrir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez mettre un commentaire, soit pour me suggérer d'autres pistes de lecture, soit pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, si elle vous a plu, ce qui vous a plu dedans, et si elle vous a déplu, s'il y a des choses qui vous ont dérangé, gêné, n'hésitez pas à me le dire également, parce que moi j'ai l'intention de m'améliorer de plus en plus sur mes vidéos. Donc merci beaucoup, au revoir, à bientôt.